Donc c'est parti pour la react de la vidéo du Mont Corvo, la forme finale de Imu pour achever Luffy, One Piece chapitre 1191. Imu Nerona nous dévoile enfin sa véritable forme, celle présente dans le texte du Halley, celle qui va détruire le monde. Si vous devez me demander comment je décrirais un tel diable, je vous dirai que c'est un dieu. Bonjour à tous et bienvenue au Mont Corvo. Voici Kamatero et voici Kitaro. Et on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1191 de One Piece, pour l'analyse de Baphomet, pour l'analyse du fondateur de ce monde et puis surtout de tout ce qui l'entoure, parce que ce chapitre, s'il parle de Imu, il parle aussi de deux frères. Non, ce n'est pas Kamal et moi, je parle bien de Loki et de Ajrodin. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper du meilleur de One Piece qui arrive en force, parce qu'on va pas se mentir, la team, les prochains chapitres vont tout changer. Et aussi, laissez un like parce que ça nous aide toujours pour le référencement et Oh la fatigue de malade, j'en peux plus. Eh, je rigole, j'ai stocké plein de nourriture, tout va La bien. sponsor... Ah oui. Ils allaient lâcher une sponsor. どうにも見かけない種族がいて気になっていた。いれば目立つはずだが。巨人族だ。Vous connaissez ce sentiment quand votre franchise préférée surgit là où vous ne vous y attendiez pas du tout? C'est exactement ce qui se passe en ce moment même avec Persona et Goddess of Victory Nikke. Ce jeu, au début, vous vous dites « Ah oui, pas mal, ok », puis vous apprenez son histoire absolument incroyable. On va et vous- passer la... Goddess of Victory Nikke, vous venez par curiosité マリー城なんかがなかったその前よ。あの上には神の国があったらしいぜ。神の国。赤い壁のその上に。 La suite, tant attendue. On s'était laissé sur un cliffhanger de malade. Scopper, Gaban, aile gauche du roi des pirates, avait perdu son bras gauche. Et puis Inu, lui, était tombé dans le monde souterrain. C'est d'Elbaf. clair. Alors déjà, on va être honnête, nous, on pensait que Gaban était aussi tombé. Mais en fait, ben pas du tout. Il est juste toujours au niveau du monde du soleil, ce qui lui permet du coup de rejoindre. Bah oui, il en était sur rampant une Luffy branche. qui lui-même rampe vers lui. Ils font pas très belle figure, tandis que Imu, lui, remonte directement sur le monde du soleil avec une toute nouvelle forme. Alors, ça prend tout le monde de court parce que si on s'attendait à ce que Luffy, justement, doit sortir une nouvelle forme, eh bien c'est Imu en personne qui lui change du tout au tout. Et on a. Et oui, c'est pas Dark dire sur le Nika. personnage. Mais la toute première, c'est évoquer le fait que Imu. Il est où, Dark Pirates Nika? comme des gamins de jadis sur God Valley. Je trouve ça un peu amusant parce que c'est vrai que c'était un peu des rookies dans le sens où c'était avant l'âge d'or de la piraterie. Et là où Shebek lui était à son prime. Imu Nerona revient, quelque peu changé et on va dire un peu plus démoniaque. Vous avez beaucoup de questions, mais vous inquiétez pas, on a quelqu'un qui a Beaucoup quelques de pistes réponses. à nous apporter. Et ça, c'est Oui, Scopper Gaban en personne. comme d'hab. Tout d'abord, Luffy s'interroge enfin sur la nature de son ennemi et dit c'est qui ce type? Ce à quoi Gaban répond mystérieusement si je devais essayer de le qualifier, je dirais que c'est un dieu. Et Chiroda, il n'a eu de cesse de mentionner dans One Piece le fait que les dieux n'existent pas. C'est que les dieux, c'est avant tout des hommes qui se prennent pour dieux, que ce soit les dragons célestes ou encore même Ener qui a avant tout un Bilkan. Alors justement, c'est peut-être vers là qu'il faut aller, car le dernier homme qui parlait de Dieu dans One Piece et qui connaissait pourtant les secrets de ce monde, c'était Barbe Blanche en personne. Rappelez-vous, c'était au chapitre 1023 que l'empereur racontait à Marco le Phénix Ouais, l'existence c'est vrai que du sur pays Manga des Plus, dieux, la Kami-no Kuni, phrase elle est mieux situé tournée. au-dessus de Redline il y a fort longtemps, avant même la création du gouvernement mondial. C'est donc là que vivaient autrefois les Lunariens, peuple d'Albert, qui par ses cheveux et ses ailes dans le dos ressemble à Imu Nerona. Voilà pourquoi Gaban, qui est d'ailleurs de la même génération que Barbe Blanche, décrirait dans ce chapitre Imu comme un Lunarien, comme un Kami, comme un dieu. Mais moi, je trouve pas que Imu Nerona ressemble à King. Hein. Je trouve pas du tout qu'il y a une ressemblance. Il y a le... En fait, c'est... Oh mince. Non. Je trouve pas qu'il y a une ressemblance avec King. Hein. Parce que, à part le teint grisé, mais ça, on connaît pas en vrai sa couleur. Mais si sa couleur, c'est pas une peau bronzée, mais une peau rouge, ben, il y a rien à voir avec un Lunaria. Les ailes, les a pas, parce que les ailes qu'on voit, c'est sa cape qui est transformée. Euh, le teint, s'il faut, eh ben, il est, comme j'ai dit, il est rouge. Les cheveux blancs, à la limite, mais on a plus des cheveux caractéristiques de l'éveil, comme les cheveux de Luffy, plutôt que les cheveux de King, en fait. Et il n'y a pas la flamme. Il n'y a pas la flamme dans le dos. Il n'y a pas la flamme. Il y a le halo. Il y a un halo dans le dos, comme, voilà, c'est sûrement l'évolution au-delà de l'écharpe de l'éveil. Mais c'est pas une flamme. Rien à voir. Ensuite, Imu n'a pas de flamme dans son doigt, c'est ce que j'ai dit, et enfin par les cheveux, même pas les cheveux, même pas. Les cheveux, c'est plus proche de quelque chose d'éveil plutôt que des cheveux de King. Il y a les espèces de spirales et tout.
Pour moi, il n'y a quasiment aucune ressemblance au final. Mondial. C'est donc là que vivaient autrefois les Lunariens, peuple d'Albert qui, par ses cheveux et ses ailes dans le dos, ressemble à Imu Nerona. Voilà pourquoi Gaban, qui est d'ailleurs de la même génération que Barbe Blanche, décrirait dans ce chapitre Imu comme un Lunarien, comme un kami, comme un dieu. ああビブロはこの図書館の主だでここに何百年もの昔からずっとおるらしい Ce qui nous prouve que Imu ne vient pas de ce monde, c'est certes sa démonstration de force sur Elbaf, mais aussi les paroles de Gaban qui précisent bien dans ce chapitre que Imu est immortel, qu'on ne peut pas le vaincre. Malgré tout ce qu'il s'est pris dans la gueule, il ne semble pas du tout en démordre, alors comme vous le savez, on compte sur Zoro et Sanji, l'aile droite et gauche du roi des pirates, pour vaincre Somers, pour vaincre Gillingham, et donc peut-être ainsi affaiblir Imu et son Omen. Et non, ils vont perdre. Ils vont perdre et ça va déclencher quelque chose d'encore plus dramatique. Ils ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent pas gagner. C'est l'introduction des pouvoirs de Mu. Donc ils ne peuvent plus gagner. Ils ont déjà perdu Somers Gillingham. On est dans une inversion de qui doit prouver. C'est Somers et Gillingham qui doivent prouver leur niveau et c'est pas Sanji et Zoro à ce moment-là. Qui a l'air de fonctionner un petit peu comme des Horcruxes en partageant son pouvoir à ses disciples. Enfin, il y a toujours l'atout Gunko et ses yeux verrons qui ont un pouvoir que Imu recherchait lui-même, wait and see. Mais il y en a un qui pourrait nous apporter une solution. Problème, c'est un hibou. Ça y est, Biblo rencontre enfin Chopper et peut s'exprimer. Je cite, ouhou, ouhou. Ce qui nous prouve donc que Biblo ne semble pas être un utilisateur de Zoan, parce qu'il aurait pu revenir en forme humaine pour communiquer. Chopper, lui, en entendant ces belles paroles, semble être totalement choc-barre. N'oubliez pas que sur Elbaf, il y a toujours ce trope de la temporalité. Louis Arnott nous le disait dès le chapitre 1000. Mais non, oh là là. Le drop de la temporalité, on sait très bien maintenant. Gaban, s'il y avait un problème de temporalité, Gaban, il aurait pas vieilli aussi vite que Riley. C'est, enfin, au bout d'un moment. C'est juste parce que les géants vieillissent beaucoup moins vite. Donc, du coup, le temps semble s'écouler plus lentement. C'est tout. C'est juste une perception. Comment tu peux communiquer de l'île à l'extérieur si le temps passe différemment? C'est pas possible. Tout devrait être déformé. Ou un temps ou soit accéléré, soit réduit en temps. Ou... Enfin bref, ça serait impossible. Que Mu quitte Elbaf et que son esprit, il faut imaginer que au début, quand elle est dans Gunko, son esprit irait donc dans une temporalité plus lente que son corps. C'est n'importe quoi. C'est pas possible. Ah là là. 32, ne restez pas trop longtemps sur Elbaf. Ensuite, on avait Gaban qui se trompait sur la temporalité en disant que la mort de son capitaine était uniquement il y a 3-4 ans, alors que c'était en réalité il y a 10 ans, comme Shanks lui disait. On n'oublie pas la mort de son meilleur pote comme ça aussi facilement. Donc, Ben il y a oui. quelque chose qui cloche. Mais non. 3-4 ans parce que les géants vieillissent moins vite. Donc il a l'impression que le temps passe beaucoup moins vite. Mais c'est une impression. Et Biblo, comme le disait Saul, est un animal très ancien de Warland, va sûrement pouvoir nous expliquer ce qu'il se passe réellement. Ce qui serait intéressant aussi avec Biblo, c'est que, tout comme beaucoup de personnes pensent qu'il pourrait s'agir de Louis Arnott, c'est que Chopper, vous le savez, grâce au Ito-Itonomi, fruit de l'humain, a continué à parler aux animaux tout en apprenant à communiquer avec les humains. Alors peut-être qu'il s'agirait ici d'un utilisateur de Zoan, peut-être un Louis Arnott, peut-être un mystérieux personnage qui ne veut pas qu'on apprenne que c'est un humain et qui donc veut pourtant aider les Mugiwara. Et le seul moyen de le faire sans cramer sa couverture, c'est de continuer à faire croire qu'il ne sait parler que le hibou. Seul problème, le fruit du démon de Biblo a déjà été dévoilé par l'élite et c'est bel et bien une chouette qui a mangé le fruit de l'enseignement. Reste à savoir si le plus gros cerveau du monde a tort. 麦わらこれ以上の処置がわからねえなんか薬飲ますかいや注射だろAdressons l'éléphant dans la pièce. C'était la crainte d'absolument tout le monde. Ça y est, Monkey D. Luffy est sur pied grâce à la nourriture. Pas de forme spéciale, pas de Gear 6-7, pas de Dark Nika. Alors, il faut savoir que ce n'est absolument Exactement, pas nouveau. les Depuis enfants, toujours, Monkey D. Luffy retrouve ils de l'énergie en plus mangeant lentement, comme tout donc bon il a protagoniste de l'impression shonen que Netflix qui se son respecte. fils est Cependant, resté lui dépasse petit, alors toujours qu'il la est limite. Toute cette histoire 3 fois absurde plus a âgé. commencé au chapitre 858 à Whole Cake Island lorsque Luffy retrouvait ses dents, son calcium en buvant du lait. À l'époque, déjà, un homme de Capone Bégué disait à Brook et à Luffy qu'il n'était absolument pas humain. Plus tard, au chapitre 1021 et après sa première défaite contre Kaido,
Naruto, Luffy, pour retrouver des forces, disait juste qu'il avait besoin de manger de la viande. Plus tard, au chapitre 1103, c'était cette fois sur Egghead contre Saturne que, en secret, Kizaru l'avait aidé, c'est raconté dans les SBS par Oda, pour lui donner des Vega Cola et des Vega frites et des Vega Burgers. Encore une fois, Luffy était de retour grâce à la nourriture. Ah! Comme planté de 2021, bouton. et après sa première défaite contre Kaido, Luffy, pour retrouver des forces, disait juste Ouais, c'est... Le lait, c'est un gag, mais en même temps, dans le monde de One Piece, c'est cohérent, quoi. Juste ça, hein. Luffy, depuis le début, c'est ça. Et on l'a vu avec aussi le mec du CP9, il avait les cheveux longs, là, j'ai plus le nom. Lui, il avait fait aussi. Big Mom, Loki l'a fait au début de l'arc, enfin, quand il s'est fait planter par, euh, par Cerbère. Après, Luffy le fait manger, il gonfle et pareil, il revient. Et quelques chapitres plus tard, il a plus de bandage, plus rien, il a plus de marque. Bon, ça fait partie du monde de One juste qu'il Piece. avait besoin de manger de la viande. Plus tard, au chapitre 1103, c'était cette fois sur Egghead contre Saturne que, en secret, Kizaru l'avait aidé, c'est raconté dans les Salut, SBS par Oda, fou pour lui du donner bus. des Vega Cola, Ça va? des Vega frites et des Vega Burgers. Encore une fois, Luffy était de retour. Attention, hein, on est critique ici. T'es pas, on n'est pas dans le bus. Mais t'es le bienvenu, t'es le bienvenu. On accepte tout le monde. Grâce à la nourriture. Plus tard, chapitre 1179, et après son combat contre Gunko, Luffy retrouvait de la nourriture avec Loki et s'en mettait plein la tronche. Il le disait lui-même, j'ai jamais autant graille, absolument personne ne pourra me Kumadori, vaincre. ouais, voilà, aujourd'hui c'est au ça. Chapitre 1191, et Luffy le rappelle. Il avait Tellement dit. graille, ne t'inquiète pas, mes blessures se guérissent. Let's go. Moi je vais vous le dire en mille. Eiichiro Moi Oda, en aussi. fait, il en a rien à foutre. Honnêtement, c'est pas du tout ce qui compte pour lui. C'est pas son propos, c'est pas ce qu'il souhaite raconter. Donc je vois que beaucoup de gens s'offusquent, mais nous c'est un truc qu'on a accepté depuis des années. Depuis d'ailleurs Whole Cake Island, depuis que Luffy est devenu totalement invincible, ce n'est plus ce que Eiichiro Oda souhaite montrer dans son manga. Luffy revient toujours plus fort parce qu'il montre sa détermination. C'est comme ça, c'est la résilience via la bouffe. Cependant, je serais totalement d'accord avec vous pour dire que c'est ultra paresseux comme écriture. C'est d'un ridicule. Alors là, non, moi je suis pas d'accord. Enfin, après, j'ai pas tout écouté, je vais pas encore tout écouter, on verra ce qu'ils disent à la fin. Mais là, on n'est pas sur une régène totale de Luffy. Il y a l'aspect du fruit du démon, de son Zoan, que les Zoan régénèrent plus vite. Et surtout, qu'on voit que Luffy, il a pas régène du tout. Quand il dit je suis guéri, il crache du sang, il y a du sang qui coule de son corps, qui gicle partout. Enfin, c'est juste une manière de dire, de se convaincre qu'il doit aller plus loin, d'aller plus loin. Comme quand il faisait bat plus fort mon cœur quand il était contre Kaido par rapport à son énergie qu'il avait perdu au milieu du combat. Et après, il a dit bat plus fort mon cœur, etc. Il se forçait, il dépasse ses limites. Et là, on y est aussi, il dépasse ses limites, il cherche à aller plus loin. Parce qu'il n'a pas atteint son prime, donc il peut se le permettre de pousser son corps plus loin. Ouais, il est un peu dans le déni, mais voilà, on peut ou plus pas perdre pour aussi. Luffy, on était quand même à 2 Parce essais plantés dans le que lead, un c'est Luffy qui aussi avait normal, extrêmement c'est mal, Luffy. qui souffrait le martyr, tirait des grimaces monstrueuses, et là, ça y est, il va mieux. Moi, j'ai un petit espoir, c'est que je me dis que peut-être Il va pas c'est mieux. Luffy qui se ment à lui-même. Il crève Moi, du je suis sang. seulement à moi-même. Mais j'aimerais bien que Luffy, dans le prochain chapitre, il soit vraiment KO, et que là, il est en plein effet placebo. Que Gaban lui dit, mais frère, tu peux pas faire ça, tu te mens à toi-même là. On le voit, Luffy, il dit qu'il est totalement guéri, mais est-ce que pour vous, c'est quelqu'un de totalement guéri ça? Encore une fois, j'espère Voilà. que c'est un coup d'adrénaline de la part de Luffy, et qu'il y aura un contre-coup dans le prochain chapitre. Sinon, c'est vraiment mais trop facile comme écriture, on le sait tous, et en plus de ça, ça remet en question quand même le rôle de Pour moi, le prochain chapitre, on va le voir cracher du sang. Il va dire, je le vois bien dire un truc. Ah, finalement, j'étais pas si guéri que ça, quoi. Aïe, 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 tu vois. Mais continuer, pouvoir continuer à se battre parce que il reste des choses à faire avant que Mu, voilà, que ne gagne. Pour moi, il va gagner. Mais il peut se dire, ah, ça n'a pas encore vraiment guéri, je saigne encore, mais ça va mieux, quoi. Un petit peu mieux. Voilà. C'est tout. Chopper dans l'équipage. Frère, t'as un médecin dans ton équipage. Il est là pour ça. T'as un Eniripsa. Et t'es là, t'en as rien à faire que quelqu'un peut te heal. Tu t'en fous parce que tu manges. Genre à ce moment-là, on s'en fout des médecins, on s'en fout de Trafalgar Law, à Marineford, de Luffy. Mais là, il a pas le temps, surtout. Il a pas le temps. Mu est là. Mu est là. Il a la nouvelle forme, prêt à tout fracasser. Il a pas le temps d'aller voir Chopper pour se soigner. Fallait juste manger de la viande en fait. Et moi je trouve ça dommage que Chopper n'intervienne pas là pour donner un petit Doliprane à Luffy, une petite aspirine, lui faire un petit bandage, même si ça aussi c'est facile. Mais Luffy il peut compter sur les autres, compter sur ses Nakama. Encore une fois, je trouve ça trop dommage et même très frustrant de la part d'Eiichiro Oda de faire en sorte que Luffy se débrouille toujours tout seul. Merde, ils servent à rien les autres. Ils servent à rien. Chopper il est juste à côté. Que Gaban l'aurait envoyé comme ça, Chopper il lui dit t'inquiète, je suis médecin. Non? Bah Ace aurait dû
manger du petit poulet là. Le problème, c'est pas que Luffy mange de la nourriture, ça il le fait depuis toujours. Le vrai problème, c'est la fausse tension, c'est le fake drama. C'est juste trop dommage que Luffy se fasse planter une fois, que Luffy se fasse planter deux fois, et Peut-être qu'au bout aussi du pour compte, ça on a plus qu'Oda envie d'y fait. croire. Bah Là, aussi, Luffy ouais, trouve c'est ça possible que c'est pour ça insupportable qu'il a à un fait point partir où je suis obligé de me poser la Chopper pour question pas suivante. qu'il y ait Est-ce que Luffy a pas un de. pouvoir caché? Je vous jure, je suis obligé d'y penser, je me dis, est-ce que, comme le Gomu Gomu n'a jamais été le Gomu Gomu et que c'était le Hito Hito, mais C'est qu'il n'a pas possible une que Chopper il compétence liée soit au allé, ouais, caoutchouc qu'il qui serait fait allé. que la nourriture le soigne. Vous savez, comme Ener s'était fait un massage cardiaque grâce à l'électricité. Compétence de zinzin du fruit du démon. Pitié qu'il y a un truc, parce que sinon, en effet, on est ultra partagé. Gaban qui c'est pas censé marcher comme ça. Ça, quand l'auteur fait ça, ça veut dire il y a quelque chose qui cloche. Mais suffisamment parlé de Nika, le dieu du soleil. Parlons Eliphas, Lévi, parlons bouc de Mendes. Là, si vous avez pas compris tout ce que je viens de dire, ne vous inquiétez pas, on a fait le taf. On vous a montré toutes les inspirations premières d'Echiroda pour dévoiler la toute nouvelle forme d'Imu Nerona. Ou peut-être aurais-je dû dire Baphomet. お前が食ったのはゴムゴムの実だ。ゴムゴムの実は悪魔の実とも言われて、食えば全身ゴム人間、そして一生泳げない体になっちまうんだ。バッテラー Depuis le 19 juillet de l'année 1997, soit bientôt 30 ans, on nous parle de fruits du démon. Mais personne demande qui est le démon des fruits. Qui est ce démon qui crée des fruits à son nom? Est-ce un mythe? Est-ce une métaphore de la nature, de la mer, ou tout simplement un vrai démon? Bien que le brouillard du mystère entourant les fruits du démon reste encore très opaque après plus de 1191 chapitres, c'est pourtant au 1069e d'entre eux que la réponse la plus évocatrice nous est donnée par nul autre que le plus gros cerveau du monde. J'ai nommé le docteur Vegapunk. Et le plus dingue, c'est que 3 ans après, sur la Terre des géants, et avec le chapitre 1191, nous laissant apercevoir la toute nouvelle forme d'Imu Nerona, on constate que le roi du monde entretient en réalité un lien terrifiant avec la dite réponse du docteur Vegapunk. Alors, voici ce que nous disait l'homme le plus intelligent de la planète. 悪魔の実とは誰かが望んだ人の進化の可能性である。ああなれたらいいな、こうなれたらいいな。多岐にわたる人類の未来が能力である。 Alors, selon le docteur, les fruits du démon existent dans One Piece car il s'agit d'une étape d'évolution tout naturellement souhaitée par l'homme. Là, vous vous dites sûrement la chose suivante. Comment ça, mon ref? Si moi, par exemple, je souhaite naturellement évoluer en homme dragon, étrangement, j'ai beau le répéter 3 fois devant mon miroir, ça marche pas trop. Alors pourquoi est-ce que ça a marché avec eux? C'est tout simple. Parce qu'ils les ont créés. Parce ils étaient beaucoup plus avancés, qu'ils ont créé les fruits du démon à partir de facteurs de lignage de tout ce qui vit. Enfin, moi, c'est ma théorie. Donc. Cela implique qu'il existe dans le monde de One Piece une chose ou une personne capable de donner ses propres pouvoirs aux hommes. Un mécanisme de partage finalement. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord à ça. C'est pas un mécanisme de partage. C'est quelque chose de beaucoup plus scientifique. Quand Vegapunk en parle, il dit que ça a été rejeté par Mère Nature. Donc quelque chose qui n'est pas naturel. Qu'est-ce qui n'est pas naturel? Quelque chose de créé. Comme un clone, quelque chose comme ça. Par exemple, les Zoans, les Zoans, surtout les mythiques, etc., on peut dire que c'est l'amalgame des fois plusieurs animaux. Et on a vu dans One Piece une île avec plusieurs des animaux qui étaient un cochon lion, par exemple. Au tout début, l'île de Goemon. Il y a un cochon lion et le fruit de Warkuri est un cochon avec une crinière de feu. Donc, en fait, ils ont pris le facteur de lignage, ils y ont associé le facteur de lignage du feu, de tout ce que vous voulez, pour créer des fruits, soit juste le facteur de lignage du feu pour faire le fruit du feu, ou le facteur de lignage de la lave, etc., etc. Ils les ont intégrés dans des fruits ou assimilés à des fruits, et ils ont créé les fruits du démon, quoi. Mais alors, où est-ce qu'elle est cette chose? Et qu'est-ce que c'est d'abord? Eh bien, le professeur Vegapunk a à nouveau, tiens donc, une bribe de réponse à nous apporter. 従ってその不自然は自然の母海に嫌われるという罰を背負って Eh 存 oui, 在する contre nature. Oui, cette fois c'est déjà un peu plus clair. Cette évolution est donc jugée de contre-nature, ce qui implique donc qu'elle n'est pas, attention, plot twist, un processus naturel. Par exemple, depuis qu'on s'est dressé sur nos deux pattes arrière, on a Je su disais. évoluer naturellement. Notre corps s'est adapté aux différents climats. La pigmentation de notre peau a évolué en fonction de où l'on vit sur Terre. On a adapté notre système immunitaire contre Ça, c'est la les perception de la maladies au volonté. fil des époques. Et pourtant, de ce que sache, Mère Nature nous a jamais empêché de nager pour autant. Hein. Alors, C'est pas mystique en fait. Dans One Piece, la volonté perdure. La volonté est aussi inscrite dans le facteur de lignage. On le sait par le fait que les clones gardent en eux la volonté du possesseur originel, donc la volonté, l'expérience. Kuma a perdu sa conscience, mais il a gardé son sang. Et dans ce sang, il y a le facteur de lignage, et donc sa volonté, la volonté de protéger Bonnet. Et c'est pour ça qu'il a réagi au fait qu'elle soit en danger pour la protéger.
Pareil pour le fait que S-Shark peut recréer les techniques de Jinbei, c'est l'expérience de Jinbei. Mais par exemple, S-Snake a la même personnalité qu'Oboa, donc cette volonté, cette personnalité est ancrée dans le facteur de lignage. Et donc, comme on sait que cette volonté perdure dans le temps, alors ben, chaque fois, le fruit se réincarne parce que la volonté, tant qu'il y aura quelqu'un qui désirera être ce pouvoir-là, le fruit se réincarnera. Et il se réincarne pour cette personne-là, en fait, qui désire être là. En fait, pour moi, tous les fruits du démon, on n'obtient pas le fruit du démon comme ça. C'est pas pour rien que chaque fruit du démon correspond à celui qui le porte, lui correspond vraiment. Et parce que en fait, cette personne-là désirait au fond d'elle ce pouvoir-là. Donc voilà, le truc un peu mythique pour moi, c'est le mécanisme. Voilà, donc c'est pour moi c'est ça. C'est la volonté qui perdure, qui fait se réincarner le fruit, et le fruit garde l'expérience des utilisateurs précédents. Et en fait, quand tu surpasses avec ton imagination, tu vas créer de nouvelles façons d'utiliser ce fruit-là qui va être aussi, enfin, qui va être euh, transféré au prochain utilisateur. Quand il l'utilisera, ben, il aura aussi ces compétences-là. Qu'est-ce qui peut bien définir une évolution contre nature? C'est tout simple, ce serait un pouvoir donné non pas par la nature, mais par l'homme. One Piece, c'est aussi, vous le savez, une fable écologique. On Oui, donc quelque chose de créé. n'arrête pas de vous le répéter. Il existe sur Blue Star, le monde de One Piece, un arbre d'Ève supposément enfermé dans Red Line, que Luffy devra libérer à la fin pour le laisser respirer tard Laputa dans le château dans le ciel. Inspiration première d'Eiichiro Oda pour son manga. Un arbre qui, Ça, c'est juste à preuve du leur contraire, par théorie. son emplacement, c'est lui qui éclaire l'île des hommes poissons. Alors, si Eve éclaire l'île des hommes poissons, et que l'île des hommes poissons est littéralement sous Marigeoise, sous Red Line, ça signifie que Eve est contrôlée par les dragons célestes, que cet arbre est sous le contrôle du gouvernement mondial et donc Ou pas. Moi, dans ma théorie, Loftel est au centre de la Terre. Peut-être que l'arbre de Dev est au centre de la Terre, en fait, et que ses racines viennent du centre de la Terre et pas du sommet de l'extérieur de là où habite tout le monde, quoi. dont la cime, elle, serait entretenue dans la chambre fleurie d'Imunerona, lui permettant donc une photosynthèse et la fabrication de fleurs, et donc, bingo, de fruits. Alors peut-être qu'on touche du doigt ce processus contre nature. On a d'un côté un arbre et de l'autre des hommes qui essaient de le contrôler. Alors, je vous le donne dans le mille, cette évolution contre nature serait tout simplement la perversion de l'arbre d'Ève et sa captivité par l'homme. ここは深海1万メートルなのにこの魚人島のある場所だけどうして明るいのここは地上の光をそのまま海底に伝える幼樹イブという巨大な木の根が届いておる。 Maintenant, écoutez ça. En arrivant sur Elbaf, Imu est présenté de cette façon. Créateur du gouvernement mondial, l'un des 20 rois fondateurs, et puis pouvoir, fruit du démon. Alors la team, qu'on soit clair. Dans One Piece, un utilisateur de fruit du démon n'est jamais présenté de la sorte. Portgas the Ace n'est pas présenté en inscrivant sur sa page pouvoir flamme, Aokiji pouvoir glace. Non, en tout temps, tout lieu, les détenteurs de fruits du démon dans One Piece sont présentés comme ça, avec l'énoncé de leur fruit du démon et pas pouvoir spécial de point dinosaure. Alors, vous voyez peut-être où je veux en venir. Imunerona n'a pas de fruit du démon à proprement parler. Il a un pouvoir spécial qui est fruit du démon. C'est tout à fait inédit et personne n'a jamais eu ça dans toute l'histoire de One Piece. Mais alors, c'est quoi le pouvoir fruit du démon? Eh bien, je vous le donne en 4K UHD. On pense au Mont Corvo que Imunerona a la faculté spéciale de pouvoir créer les fruits du démon. Et maintenant, on Je suis pas d'accord. Moi, je pense plutôt qu'elle a la capacité de copier tout. Donc, tous les fruits et toutes les techniques. C'est pour ça que quand il a combattu face à Usopp, Usopp a utilisé des boules explosives. Derrière, Umu est arrivé, bim, explosive. Exactement la même chose. Et on revoit beaucoup de techniques qu'on avait vues avant. Beaucoup de techniques. Les techniques de sabre de Mihawk, les techniques de coup de pied quand elle arrivait avec Sanji. Enfin, il y a beaucoup de choses que Imu a montré qui sont des techniques qu'on a vues avec d'autres fruits du démon, le bras qui s'allonge comme le fruit de Luffy, etc. En gros, elle peut tout copier. Et ça serait ça, en fait, l'opposition entre Mu
et Luffy. Luffy a le fruit presque un fruit de l'imagination où il peut faire ce qu'il veut. Alors que Mu, c'est l'inverse. Elle fait pas ce qu'elle veut, mais elle peut copier tout le monde. Ça qui serait intéressant. Pour moi, de base, c'est les pouvoirs qu'ont les démons dans l'imaginaire du monde de One Piece. Et avec le temps, Mu a fait évoluer son pouvoir de ouf. Ouais, enfin, pour moi, ouais, voilà, elle a fait évoluer son pouvoir en fonction de ce qui se fait par les autres. Revient à notre arbre d'Ève qui est, comme Adam, un arbre feuillu de 10 km de hauteur, mais qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas un arbre fruitier du tout. Alors écoutez bien, nous pensons qu'Imu Nerona a corrompu Ève et a usé de son pouvoir spécial pour faire devenir Ève l'arbre des fruits du démon. Vous avez donc ici même, mesdames et messieurs, la fameuse évolution contre nature par excellence. C'est impossible de trouver plus contre nature qu'un homme qui a forcé un arbre, un être vivant, naturel. Mais comment ça se fait qu'il y aurait autant de fruits du démon dans la nature? C'est ça le problème. Si tu contrôles les fruits, t'as pas normalement les fruits seraient maintenus par tout le monde. Pourquoi créer le fruit de Nika qui est ton ennemi? Le fruit de Nidog qui existe depuis déjà 800 ans. Enfin, ça va pas. A changé sa nature pour l'obliger à créer des fruits. Voilà, ça c'est le genre d'évolution qui pousserait Mère Nature à tout péter. 人は欲望に負け禁断の太陽に触れた Vous l'avez, votre évolution contre nature. Vous l'avez, votre histoire de One Piece. En toute époque, l'homme a évolué, mais arriva un temps où la nature ne lui suffit plus. Il avait envie de plus, d'aller toujours plus loin, d'être toujours plus fort. Alors le diable profita de l'hybris des hommes pour faire un pacte avec eux. En échange d'emprisonner la nature et de s'en servir comme usine à pouvoir, les hommes deviendraient plus grands, les hommes deviendraient plus forts. Alors l'humanité abandonna la nature au profit du progrès. Et tout cela, je l'invente pas, c'est même gravé dans le marbre, ou plutôt dans le bois d'Adam, puisque c'est au chapitre 1138 qu'on pouvait lire dans le Halley, les hommes succombèrent à leurs désirs, et même touchèrent alors au soleil défendu. Ici, l'auteur fait clairement référence aux fruits défendus bibliques de la Genèse. Et en retour, naturellement, il est inscrit que le dieu de la terre se mit en colère. Maintenant que vous avez entendu tout ça, vous vous rendez compte qu'Imu Nerona avait, au chapitre 1181 contre Loki, résumé tout ce que je viens de vous dire en quelques bulles de dialogue seulement. Je cite, tels sont les hommes, ils ont soif de pouvoir. Ici, Imu nous parle de l'envie des hommes, comme on l'a vu, de devenir X ou de faire Y, d'une soif d'évolution supérieure. Cependant, je cite, ce pouvoir tant convoité s'obtient avec une facilité déconcertante. Ici, Imu raconte combien il est facile de manipuler les hommes avec les fruits qu'il aurait lui-même créés, par la déchéance. Par cette bulle de dialogue, Imu parle tout simplement du pacte contre nature. L'homme a accepté d'abandonner la nature et une partie de soi, en échange donc de puissance. C'est un pacte d'esclavage, nous dit-il. Ici, le pacte est donc littéralement mentionné. Et enfin, il nous dit que pour accomplir le pacte avec Imu, à savoir donc manger un de ses fruits démoniaques, il y a le désir d'obtenir un pouvoir démoniaque. Ici, c'est littéralement de la paraphrase. En mangeant un fruit du démon, vous obtenez un pouvoir démoniaque. La boucle est bouclée et ces éléments réunis, nous dit-il, forment ainsi la... Ben non. Puisque ça concerne le Omen. Le pacte que Mu donne aux autres. Pas le fruit du démon. À Killingham et Somers, c'est pas le fruit du démon, c'est pas un pacte avec Imu. Elle a fait un pacte des abysses, enfin un pacte de deuxième niveau, j'ai plus le nom, etc. Elle a fait ce pacte-là pour leur donner le pouvoir, pour qu'ils boostent leur puissance. C'est ça qui est la facilité dont parle Mu, ce qu'elle peut accorder aux autres. Et on va le voir avec Somers et Killingham qui vont pouvoir combattre avec du haki des rois alors qu'ils n'en ont pas à la base. Parce que c'est cette facilité que Mu apporte, cet élément de domination, de puissance, qui est la facilité qui ne s'acquiert normalement que par du travail ou par l'aspect inné. Mais Mu peut le donner, le distribuer de façon limitée à qui est choisi, quoi. La domination. Imu nous a balancé toute sa vie. Voilà comment Imu a réussi à corrompre la nature. Voilà comment Imu a réussi à... Ouais, le soleil interdit, ça fait référence à Mother Flame aussi, c'est vrai. Le monde entier. ところでおめえさっき戦利品がどうとか言ってたよな。ああ、悪魔の実があったんだ。悪魔の実？あれは海の悪魔の化身だって聞いたことが。食っちまった悪魔の能力と引き換えに海に嫌われて金槌になっちまうんだよ。そんなの食うやつバカだよ。 Mais si Ève est devenue l'arbre des fruits du démon, si les fruits s'appellent fruits du démon, cela fait donc d'Imu le démon. Reprenons. Les fruits du démon sont donc le souhait d'évolution des hommes. Vegapunk le dit mot pour mot. J'aimerais pouvoir faire X, ou si seulement nous pouvions faire Y. Echiroda nous a donné ici la réponse, mais nous n'avions pas écouté. Imu aurait donc dans un premier temps corrompu l'arbre d'Ève grâce à... Ouais, mais là, tu vois, ça va pas. En fait, le désir des hommes, c'est plus le rêve des hommes. C'est pour ça que pour moi, le D, c'est dream, rêve,
et qu'en fait, les fruits du démon ne sont pas les fruits du démon, sont les fruits des rêves à la base, et que ça a été transformé en fruits du démon pour effrayer les autres, parce que ben, le gouvernement mondial a gagné et que c'est eux qui écrivent l'histoire. C'est tout simplement. Comme Vegapunk le dit, c'est les Son pouvoir gagnants qui spécial écrivent et a donc l'histoire. désormais tout plein de fruits trop cool et méga puissants. Alors naturellement, les hommes vinrent voir le démon en personne et lui dire: oh, j'aimerais tant pouvoir faire X, et un autre: oh, si seulement je pouvais faire Y. Et Imu cueilla ses fruits. Imu exauça leur souhait. Mais manger un fruit du démon, c'est donc avant tout, vous avez compris, faire un pacte avec le démon, faire un pacte avec le diable. Voilà Mais non. pourquoi dans ce dernier chapitre de One Piece, Imu arbore une nouvelle forme encore plus démoniaque. Et le plus Et non, puisque justement, le pacte, il est fait bien après. Il est fait par le pacte fait avec, la marque qu'elle appose sur les autres. Manger un fruit du démon ne te fait pas faire un pacte avec Imu. Puisque sinon, Mu pourrait les dominer réversi ou les contrôler. Donc ça marche pas, en fait. Pour moi, ça ferait le fruit du démon parce que le gouvernement veut diaboliser les fruits pour éviter que tout le monde en mange. C'est juste la... Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est exactement ça. Mais que le vrai nom, c'est le fruit des rêves, le fruit des désirs. intéressant est que cette forme a été provoquée par Scopper Gaban. La nuance ici est capitale, car cela implique qu'Imu a été forcé à se montrer sous son nouveau jour, ou plutôt sa nuit la plus secrète. Cela explique pourquoi le diable, grand séducteur, est arrivé sur Elbaf avec sa belle crinière et ses traits androgynes. Mais ici, l'aile gauche du roi des pirates l'a forcé à dévoiler sa véritable identité, a forcé le diable à montrer son véritable visage. Et si Imu change d'apparence, on ne peut supposer qu'une seule chose: ceci n'est pas encore sa forme finale. Il est fort probable que Luffy pousse le diable à révéler sa toute dernière et définitive forme. Et cette forme ne serait nulle autre que celle présentée sur la fresque d'Adam au chapitre Oui, ça, on est 1138. d'accord. Une forme Mais même, toujours c'est même plus pas grande, sa forme toujours plus d'origine diabolique. non On retrouve plus. ici ses larges cornes, ses grandes ailes noires, mais la taille, elle, est à un tout autre niveau. Loki, à ses côtés, paraît tout petit. Nul doute que Luffy, lui, serait en forme Gear-Fifth géant, comme il le fit à plusieurs reprises. Enfin, on peut même repérer la présence d'un géant traditionnel qui n'a pas de sang antique, qui nous permet d'opérer une échelle. Imu sera dans sa forme finale gigantesque. Vous avez ici en avant-première sa Oui, forme pour moi, finale, ce sera un le dragon diable géant. à la fin de One Piece. Et Eiichiro Oda semble nous l'avoir secrètement dévoilé grâce à cette case auto-annonciatrice. Même cornes, même griffes, même pose, même ombre. On aperçoit même sur cette autre case la taille gigantesque qu'adopte le roi du monde. C'est pas toujours très clair dans le découpage d'Oda, mais en fait, le bug a encore grandi. Petit à petit, Imu devient donc exactement le personnage de la fresque. En effet, les premières transformations physiques d'Imu Nerona provoquées par Scopper Gaban dans ce 1191e chapitre sont déjà plus qu'évocatrices. Et pour bien les comprendre, il faut s'intéresser d'un peu plus près à un homme français né en 1810. J'ai nommé Eliphas Lévy. Bon, je vais vous la faire courte. Eliphas Lévy, ou de son vrai nom Alphonse Louis Constant, oui, ça fait moins peur d'un coup, était en son temps et encore aujourd'hui une figure majeure de l'occultisme. Si, vous savez, cette science qui traite de l'invisible, des forces secrètes que l'on ne peut voir dans la nature. Ah, tiens donc, on s'intéresse aux contre-nature à ce que je vois, on est sur la bonne piste. Voilà qu'en 1954, Eliphas nous pond un sacré morceau, Dogme et rituel de la haute magie. Pas mal, non? C'est français. Un ouvrage donc en 2 opus fondateurs pour les sciences occultes. Bref, du beau boulot Alphonse. Mais alors, il se trouve que notre ami était aussi un peintre. Et attention, image cultissime, j'ai même envie de dire occultissime dans 3, 2, 1. Tada! Cette image, vous l'avez déjà tous vue forcément au moins une fois, soit dans un ouvrage académique, soit dans un site super louche sur internet. Et c'est en réalité la couverture du volume 2 d'Eliphas Lévy. Et cette couverture, c'est une représentation de Baphomet, une figure majeure de l'occultisme. Baphomet, à la base, on sait pas à quoi il ressemble du tout. Le nom apparaît des siècles plus tôt, bien avant qu'Eliphas nous ponde son livre, à une époque où les Templiers étaient accusés d'adorer une entité du nom de Baphomet. Problème, on savait pas du tout à quoi il ressemble, alors bon bah voilà, acquitté. Il a fallu donc attendre que notre goth national Alphonse Constant lui donne sa forme finale. C'est un peu comme nous qui avons attendu 30 ans pour voir la forme finale d'Imu Nerona, hein, chacun son époque. Bah du coup, c'est pas sa forme finale. Et alors vous avez tous compris où on veut en venir. Oui, les transformations d'Imu Nerona dans le chapitre 1191 de One Piece tendent vers la représentation de Baphomet par Eliphas. Alors, Imu était déjà torse nu, check. Imu avait le même vêtement ample pour le bas de son corps, check. Baphomet possède une poitrine féminine. Peut-être est cela l'origine des caractères androgynes d'Imu Nerona. Mais voilà maintenant que le roi du monde possède en plus les 2 grandes cornes avant de Baphomet. Et encore plus spécifique, voire caractéristique de Baphomet, son bouc. Et oui, cette illustration s'appelle d'ailleurs le bouc de Mendes. Peut-être alors pouvons-nous essayer de deviner les attributs manquants qu'Imu va nous dévoiler si Luffy le lui obligeait comme Gaban avant lui. Le plus évident d'entre eux, la flamme dans le dos de Baphomet. Cette flamme dans le dos entre 2 ailes noires, tout fan de One Piece est censé la reconnaître. Alors littéralement, quand Imu est apparu au chapitre 1179, tout le monde a dit qu'il ressemblait à un lunarien déchu. Même peau, même cheveux. Alors peut-être nous cache-t-il sa flamme dans le dos. Ça paraît être Pas une même sacrée cheveux. coïncidence de la retrouver sous cette illustration d'il y a 200 ans. Ensuite, le pentagramme des sur le cheveux front, j'ai d'éveil. envie de dire, il existe déjà depuis l'apparition de Saturne sur Egghead, c'est l'abysse. Ces pentagrammes occultes qu'Imu Nerona utilise pour téléporter ses lieutenants. Check. Peut-être l'aura-t-il alors sur le Là, y a front, pas un de- peu à y a pas de l'image front. du saut d'Orical que dans Yu-Gi-Oh! Les ailes noires, c'était aussi déjà une évidence.
pense, c'est check. Enfin, les pieds de bouc, pourquoi pas, on est dans One Piece après tout. Vous voyez quand même que c'est assez surprenant. Sauf que les ailes noires, c'est sa cape. C'est la cape qui mue au début. C'est sa cape. On le voit quand elle vole, c'est la cape en fait. C'est pas accroché à son corps, c'est sa cape qui fait les ailes noires. Donc ça marche pas vraiment. Il y a absolument presque tout sur cette illustration que Imu Nerona possède. Mais la chose qui nous a fait frissonner, c'est les avant-bras de Baphomet. Juste vers ses poignets, il est écrit Solvay et sur l'autre Coagula. Les mots sont particulièrement importants. Solvay signifie dissous et Coagula coagule. C'est un principe alchimique fondamental, détruire une forme pour pouvoir la recomposer autrement. Et n'est-ce pas là tout ce qu'a fait Imu Nerona avec les fruits du démon? Il a dissous la nature pour la transformer en pouvoir, la recomposer autrement. Et les forces occultes, c'est un l'alchimie, peu ça abusé. ramène à la formule attribuée à Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout cet imaginaire commun des sciences interdites, ça va parfaitement avec Imu Nerona et encore plus avec l'idée de faire un pacte avec le diable. Vous lui donnez votre âme, en retour, il vous donne un fruit. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Solvay, Coagula. Et ce qui est très Oui, intéressant, mais c'est que ce tous mot les de utilisateurs de Baphomet. fruits Et du démon n'ont qu'est-ce pas qu'on mis de trouve pacte exactement à la avec place de Imu. ce Imu Nerona, Sinon son Imu pouvoir pour les d'Agororo contrôler. qui habille désormais ses avant-bras. Et alors Ça tout marche pas. prendrait son sens. Eiichiroda aurait mis à la place de ces mots qui signifient que tout se transforme dans la nature, il aurait mis le pouvoir d'Imu Nerona, son pouvoir de transformation de la nature. Alors, face à une telle représentation diabolique, Luffy va forcément avoir du fil à retordre. Mais on sait aussi que le chapeau de paille s'inspire constamment de ses adversaires au combat. Alors, il est fort probable que Luffy comprenne qu'il peut lui aussi déplacer son écharpe divine, cet agoromo de nuages blancs, et le positionner autour de ses bras et de ses jambes de façon à matérialiser plus facilement des éléments pour l'aider au combat. Franchement, ce serait trop stylé. Alors, si Luffy est capable de se servir de son agoromo comme un anneau magique au poignet, il pourrait s'en servir pour créer en un instant des armes qu'il pourrait mettre dans sa main pour rivaliser contre, tiens donc, les 20 lames royales convoquées en permanence par Imu Nerona. Luffy doit créer une épée pour contre-attaquer, pour conjurer les deux qui l'ont planté. C'est son moyen de montrer qu'il peut rivaliser ou même surpasser Imu Nerona. Il pense pourrait pas qu'il va lui-même créer alors une épée. matérialiser une lance, Pour moi, il va- et devenir sous le non. soleil d'Elbaf, Je pense qu'il Lucas, le dieu à la va forme blanche, matérialiser arborant les un mêmes tube, armes que hein. lui et le même sourire Un libérateur. tube de De quoi canalisation repousser de comme, peur de quelques petits poils au menton du diable en personne. comme quand il était petit. Alors, vous avez vu les tenants et aboutissants de la nouvelle forme d'Imu Nerona, les mains, les trapèzes, les biceps, les épaules. Cependant, on est également obligé de mentionner son reflet sur la fresque d'Adam. Rappelez-vous, au chapitre 1138, nous découvrions un gigantesque monstre qu'on retrouve dans ce chapitre. Regardez la transformation d'Imu, regardez ses griffes prendre forme et ses cornes sur la tête, plus les gigantesques ailes dans le dos. Ça y est, il ne manquerait plus qu'à Imu une certaine puissance, pourquoi pas, comme on vous le répétait, Mother Flame au creux de sa main, pour devenir gigantesque. Pour nous, ce qu'il y a sur cette fresque, c'est la forme finale d'Imu à la fin du manga, la forme d'Imu maxée à Mother Flame. Plus troublant encore, et on est quand même obligé de le mentionner, comme nous disait Saolo, le Halley parle de l'avenir. Et là, étonnamment, sur la fresque, plus que jamais, on a l'impression, en face d'Imu, de voir justement ce qui se déroule sous nos yeux dans ce chapitre. On a l'impression de voir Loki ici, avec Luffy en haut, Nika, et en dessous, Ajroudin avec son bouclier. C'est ultra troublant, les trois dans la même position de l'attaque du Gokuku qu'ils font à la fin de ce chapitre. Dommage, j'étais à ça de Oui. pas mentionner les fous du bus, mais non, c'est grâce à notre gros ref, Fou du bus TV, qui avait lui-même repéré la chose et qui nous l'a partagé en entourant les protagonistes. Merci mon ref, tu nous as rendu fou. Oui, parce que le aller est une vision du futur du même type que la vision de Shirley, et qui a été, c'est comme si Shirley avait vu la destruction de l'île des hommes poissons, avait fait un dessin sur un mur et que ça allait se réaliser. Donc oui, ce qu'on voit là, le aller et tout ça, c'est quelque chose qui va se passer. Il y a le passé, le présent, le futur dans le aller, mais c'est bien quelque chose qui va se passer. C'est pas mais c'est pas le siècle oublié. Ah mince. Je Avec crois. son bouclier, c'est ultra troublant, les trois dans la même position de l'attaque du Gokuku qu'ils font à la fin de ce chapitre. Dommage, j'étais à ça de pas mentionner les fous du bus, mais non, c'est grâce à notre gros ref, Fou du bus TV, qui avait lui-même repéré la chose et qui nous l'a partagé en entourant les protagonistes. Merci mon ref, tu nous as rendu fous, nous les fous du bus. C'est pour ça qu'il est là, fou du bus. Vous voulez la réaction à ça? S'il y a bien un thème récurrent chez les géants, c'est celui de la fierté. Et c'est au tour d'Ajroudin de nous le prouver à nouveau dans ce 1191e chapitre. Le tout grâce à Gungnir. Rappelez-vous, la dernière fois, c'était en 2014, il y a 12 ans, sur Dressrosa, face à Mark Weiss, l'un des commandants de la Don Quirote Family. À l'époque, déjà, Ouais, c'était le bien prince vu, c'était bien était vu. prêt, justement pour défendre son honneur à Mais on n'a briser pas les la os, même, braver des jambes pour envoyer on n'en a valser pas la le même, commandant. Aujourd'hui, la volonté de conclusion. créer un parallèle est flagrante de la part des Chiroda lorsqu'on voit que Ajroudin est exactement dans la même position et qu'en plus de ça, il arrête la chute d'un personnage
voyage à pleine vitesse. Bam! Il y a 12 ans, c'était pour l'envoyer dans la birdcage. Aujourd'hui, c'est pour l'envoyer dans l'arbre d'Adam. Et ça, c'est pas anodin car c'est un nouveau parallèle, cette fois-ci avec son frère. Rappelez-vous, c'est comme cela qu'avait commencé le combat. Dimmu, Nidhogg l'avait envoyé, l'avait encastré dans l'écorce d'Adam. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Alors, qui a la plus grosse entre Loki et Ajrudin? On s'en fout. Ce que souhaite nous Loki. raconter ici le mangaka, c'est que lorsqu'il s'agit de protéger son pays, mais surtout de montrer sa fierté, Loki et Ajrudin, même s'ils font pas la même taille, ils sont sur le même pied d'égalité. Plus encore, j'ai envie de vous dire pour Ajrudin, entre repousser l'attaque du roi du monde avec un seul bras et repousser une chute de 10 000 tonnes avec un seul bras, dans les deux cas, c'est totalement absurde. Et ce que Ouais, le mangaka Ajrudin, souhaite bon, montrer voilà. ici, c'est Merci comment pour les Ajrudin travaux, exprime mais sa c'est ton fierté. frère Dans le les deux roi. cas, Eiichiro Oda va appuyer le propos des deux frères vikings qui protègent leur pays avec justement deux armes qui sont inspirées du folklore scandinave. La première, c'est Eh, les trois vont se faire soulever. Faut le dire, ils vont se faire éclater. Du côté de Loki, nous avons découvert Ragnir qui fait référence, vous le savez, à Mjolnir, le marteau de Thor. Mais si aujourd'hui les deux frères peuvent travailler ensemble, c'est bien grâce à un dénominateur commun, grâce à Monkey D. Luffy qui a libéré le premier sur Dressrosa et le second sur Elbaf. Voilà pourquoi il fait partie de cette attaque. Voilà pourquoi les princes vont pouvoir devenir rois. ハイルディン、ロキ。お前たちは二人とも Moi, je pense qu'il y a que Loki qui va devenir roi. Je pense qu'Ajrudin va comprendre que c'est Loki エルバフを支 qui est え le る plus digne. Ça y est, Elbaf répond enfin à l'envahisseur. La nation des fiers guerriers n'a pas dit son dernier mot. Et 14 ans après sa plus grande défaite, Warland se relève et montre littéralement sa domination. Mais comme dans tous les arcs narratifs de One Piece, l'enjeu d'Elbaf n'est pas juste de tataner un nouveau vilain pour libérer un pays, mais bien de conjurer les erreurs du passé. En effet, comme d'hab, le conflit présent n'est finalement que la résurgence d'un traumatisme ancien qui n'a jamais été résolu. Ici, c'est le meurtre du roi Harald par Imu Nerona qui C'est un souhaite peu grâce à contrôler Luffy Elbaf qu'il a depuis des années pu pour gagner raconter la ça guerre à finale du Ajrudin manga. aussi. La victoire de Luffy ne consiste Donc, donc quand pas même seulement si, un à petit battre peu. l'antagoniste, mais bien de permettre aux géants de mettre fin à un passé qui continue jusque-là de gouverner leur pays. En d'autres termes, Elbaf, depuis 14 ans, est orphelin, car Elbaf a besoin d'un roi. Le père est mort sans parvenir à accomplir le monde qu'il souhaitait créer. Rappelez-vous, un monde où l'on privilégie le commerce à la guerre. Un monde où les guerriers n'utilisent leurs armes non plus pour attaquer, mais pour se défendre. Un monde de paix pour la nouvelle génération. C'est donc ces enfants qui vont hériter à la fois de son rêve, mais aussi des conséquences de son échec. Clairement, on en a tous été témoins, Harald, en suivant le gouvernement mondial, n'avait pas la bonne méthode. Par contre, il avait perçu le bon avenir, celui de devenir un allié des humains, et ça va être au prince de lui donner raison. Cependant, Eiichiro Oda nous l'a montré, il n'y a pas de rédemption dans la vengeance. On ne conjure pas une injustice du passé par la haine et la colère. La preuve, Loki, en prenant la mer, a essayé durant 8 ans sans jamais y parvenir. C'est aussi pour ça que le thème des enfants qui répondent aux fautes ou aux rêves de leurs parents est aussi puissant chez Oda. Par exemple, Momonosuke n'a pas eu besoin de devenir aussi fort que son père pour accomplir sa volonté. Momo n'est pas son père, tout comme Loki et Ajrudin ne sont pas leur père. Mais à eux deux, ils peuvent même le surpasser. Loki, guerrier féroce, n'a en aucun cas envie de diriger le pays, mais c'est tout le rêve d'Ajrudin qui nous le disait déjà au chapitre Mais ça, on ne 714 sait pas, sur en fait, Dressrosa. hein. Il deviendra le roi de tous les géants. Les deux se complètent donc parfaitement. Ça, on sait pas, hein. On le sait pas qu'il veut pas diriger le pays. Il l'a pas dit. Il a pas dit, je veux pas diriger le pays, je m'en fous. Au contraire, il s'est sacrifié pour le bien d'Elbaf. Il s'est sacrifié pour le bien d'Elbaf. Il s'est fait passer pour le méchant pour l'honneur de son père. Quand Imu est arrivé la deuxième fois, il a dit, Elbaf, c'est mon monde, ici. Quand il dit oui, je veux pas protéger les gens, mais qu'il les protège quand même, il le fait, en fait. Il veut, en fait, c'est un peu le paradoxe du mec qu'on accuse tout le temps de tous les maux, depuis sa naissance. Il finit par se persuader qu'il est ça, sans pour autant exprimer lui sa véritable envie. Alors certes, Ajrudin dit oui, je vais être roi, machin, etc. Très bien. Mais derrière, celui qui a vraiment œuvré pour le bien de Elbaf, c'est pas Ajrudin, c'est Loki. C'est Loki qui a empêché son père de prendre, de tout donner au gouvernement mondial, à Imu. C'est Loki qui s'est vu confier la volonté d'Harald. C'est Loki qui a sacrifié son honneur pour protéger l'honneur de son père et le rêve de son père. Donc à chaque fois, c'est Loki qui a tout fait pour protéger Elbaf. Loki a fait beaucoup plus de choses que Ajrudin pour sauver Elbaf, pour protéger il a eu un comportement d'un roi qui protège son peuple, d'un bon roi. Ajrudin,
même si on pourrait se dire oui, c'est l'enfant bâtard, entre guillemets, voilà, oui, ok. Mais Ajrudin n'a jamais été vraiment rejeté par Elbaf. Il a toujours été accueilli. Euh, il a eu, lui, c'est lui qui a eu un petit peu tous les bons côtés. Quand Loki, lui, était le vilain petit canard au final. Même si c'était lui qui avait le sang d'héritage, il était le vilain petit canard, celui-là qu'on a rejeté tout le temps. Il a tout le temps été rejeté. Donc en fait, que tout le monde c'est pas à lui de demander le trône, en fait. Le titre de roi d'Elbaf, c'est pas à lui de demander. Ça va venir, il va pas l'exprimer, mais ça va venir des autres qui vont reconnaître Loki comme leur roi. Et c'est ça qui sera encore plus beau. Et que même Ajrudin reconnaisse Loki comme le roi légitime sera encore plus beau que si les deux faisaient roi. Tout ça. Parce que dans tous les cas, même si Loki est le roi, Ajrudin, ça sera pas le vice-roi, mais il sera pas au même niveau, mais bon, ce sera le frère du roi, quoi. Donc, et de toute façon, Ajrudin a son propre rôle en tant que capitaine de la flotte de Luffy, donc il ne sera plus sur Elbaf. Celui qui va gérer Elbaf, c'est Loki. Celui qui va être la figure de protection d'Elbaf, c'est Loki. Donc, ça, c'est à Loki d'être le roi, et il faut que Loki soit reconnu par tout le monde. En fait, ça évacuera toute la souffrance qu'il a accumulée depuis des années et depuis sa naissance. Ça sera que justice, en fait. Que à la fin, ça soit lui qui soit couronné par la volonté de tout le peuple. C'est tout le peuple qui aura choisi son roi. C'est Loki le roi. En reconnaissant tout ce qu'il a fait pour Elbaf, pour le bien d'Elbaf et dans le bon sens. Et qu'on a souvent attribué ces soi-disant erreurs pour des mauvais trucs, alors qu'en réalité, ça avait bon fond. Ouais, il sera juste le frère du roi, quoi. Pour moi. et peuvent corriger le plus grand défaut de leur père, son absence. Harald, pour réaliser son rêve, ne pouvait pas être à deux endroits en même temps. Très souvent absent, il abandonnait donc son pays pour paradoxalement essayer de le sauver. C'est cette impuissance qui l'a conduit... Voilà, Ajrudin serait un émissaire du roi et Loki le roi sur le pays. Réussir là où leur père a échoué. Ainsi, pour que Warland puisse s'allier au reste du monde, Warland a avant tout besoin de faire la paix avec lui-même. Il est là le vrai enjeu de l'arc. C'est pas Imu ou les chevaliers divins ou encore Gunko, c'est que les deux frérots fassent la paix. Car comme le disait leur père avant de mourir au chapitre 1170, toi et ton frère êtes capables de diriger Elbaf dignement. La même chose au chapitre 1143 avant de mourir. Je souhaite que vous travailliez enfin ensemble pour soutenir Elbaf. Le seul flashback d'Ajrudin à Elbaf n'est pas anodin, lorsqu'on sait qu'Harald était très souvent absent pour faire le diplomate à l'autre bout du Nouveau Monde et disait toujours « Quand je serai parti, je souhaite que vous vous entendiez ». Cette phrase aujourd'hui, elle a un double sens super émouvant, car au présent, Harald parlait justement d'une énième absence de quelques jours seulement. Mais maintenant, il est bel et bien parti pour toujours. Mais on y est enfin. 14 ans plus tard, Loki, dans ce 1191e chapitre, appelle Ajrudin son frère. Le rêve d'Harald commence à prendre forme. Ces deux enfants, nés de deux mères si différentes, travaillent enfin main dans la main grâce à Monkey D. Luffy, qui, dans un premier temps, a libéré Ajrudin sur Dressrosa, puis Loki sur Elbaf. C'est lui qui a permis à l'un de s'expliquer et à l'autre de le pardonner. Ça y est, les deux frères se retrouvent. Ainsi, les paroles d'Ajrudin dans ce chapitre 1191, elles sont tellement précieuses car elles montrent enfin qu'il... Ah ouais, j'étais mute, merde, parce que j'éternue des fois, du coup je coupais. Non, je disais que la vraie mère de Loki, c'était Ida. C'est elle sa mère. L'autre, on n'en parle pas. Elle est morte comme une merde. C'est une merde. Voilà. Qu'elle disparaisse. Qu'elle a jamais existé. La vraie mère de Loki, c'est Ida. C'est elle sa mère, c'est elle qui l'a guéri en premier. C'est elle qui l'a reconnu en premier.
comme son frère et que les deux peuvent compter l'un sur l'autre. Ça y est, Elbaf est sauvé, le roi est mort, vive les rois. 鬼人間人の故郷に銃口を向けたらガババババババ同じ目に遭う覚悟をしろよ Alors forcément, quoi de mieux pour illustrer la réconciliation des deux princes géants que le Hakoku, l'attaque combinée des capitaines pirates géants. Contre un poisson rouge, contre Kid ou même les MMA, jamais personne n'a pu y résister. Depuis le chapitre 129, Ouais, avec enfin, Dory, attention Robbie, parce que 1191, l'attaque là, Kaido et Big Mom au chapitre 1009 et même Goldberg l'attaque là, elle a rien à voir avec le Ikoku de Dory et Broggy, et encore moins que le Hakai de Kaido et Big Mom. Ils sont à des années-lumière encore, hein. Des années-lumière. Hein. Donc ceux qui disent que Loki est plus fort que Kaido, Big Mom, Luffy aussi, ils sont plus forts que Kaido et Big Mom. Jamais. Jamais ils sont encore... Loki, enfin... Kaido, il a dû avoir des nerfs dans tous les sens pour être vaincu. Dans tous les sens. Il n'y a jamais eu un personnage aussi nerfé de tous les mangas que j'ai lus. Donc voilà. Il y a encore de la marge. Et peut-être qu'ils le seront. Ils seront supérieurs plus tard. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Rod et Gerd au chapitre 1173, le Hakoku, c'est la démonstration ultime de puissance et de domination. Plus que ça, cette attaque, elle nous montre que l'union fait la force, que depuis 27 ans, dans One Piece, les géants ne combattent jamais seuls, mais toujours à deux. Jarl et Yorl, Dory et Broggy, et maintenant, ce sera Ajrudin. Ah, et mais Loki. ça, c'est la Là, culture les de King l'instant. Harald de vouloir tout gérer tout seul. Mais sur Elbaf, les guerriers combattent et dirigent ensemble. L'image du Hakoku, qui devient ici Gokoku, est donc très pertinente pour montrer que c'est justement grâce à Luffy que jamais Warland n'a été aussi puissant, car jamais Imu, qui souhaitait pourtant s'en emparer, s'est pris une aussi grosse clim. Voilà comment on rend hommage à quelqu'un, non pas en le vengeant, mais en lui montrant qu'il avait raison. C'est en concentrant toutes leurs forces que Loki et Ajrudin font appel au code du guerrier. Sur le fond comme sur la forme, désormais ils sont invincibles, car désormais ils sont ensemble. Ok, bon, ben... Je suis pas d'accord, hein, comme très souvent avec leurs conclusions. Ils ont des bonnes analyses sur le passé, mais sur leurs conclusions, je suis vraiment pas d'accord sur la majorité de choses qu'ils disent. Ce qui est assez drôle quand même.